Avant d'entamer cette belle séance, je dois exprimer mes remerciements au laboratoire Mabiotech et Beckman Coulter de m'avoir donné cette belle occasion pour être parmi vous. Donc, au cours de la séance, on va voir, lorsque le biologiste va traiter un hémogramme, quelles seront les principales anomalies analytiques qui sont qualifiées d'erreurs lorsqu'ils sont rendus aux praticiens et qui peuvent engager des dépenses et des pistes parfois difficiles de prise en charge d'un patient. Comment le laboratoire doit les gérer? Et vu que la principale activité de l'hémogramme se fait par des laboratoires de ville, durant cette présentation, je vais essayer de donner les points pertinents, que ce soit sur le plan technologique, les derniers cris de la technologie en matière, que ce soit les hémogrammes de routine ou basiques. L'essentiel, c'est que toutes les solutions qui sont proposées actuellement par les fabricants sont venues pour répondre à des besoins. Les avancées en la matière ne se font pas pour les couleurs des yeux de biologistes, mais c'est des impératifs qui obligent la solution en question de les faire pour, comment dirais-je, résoudre ces anomalies. Donc, certes, qu'il y a des avancées technologiques qui touchent le logiciel, qui touchent les modes de mesure, mais nous, dans notre pratique au quotidien, il y a toujours des surprises. Il y a des cas, surtout qui sont liés à des interférences, à des problèmes préanalytiques, ou même des problèmes liés à la technologie elle-même, des limites de la technologie qu'on doit résoudre. Et donc, aujourd'hui, je vais essayer de partager avec vous ces aspects technologiques et proposer par la suite les solutions avant de vous proposer des cas cliniques concrets. Donc, l'essentiel pour le biologiste, c'est comment il va savoir cette anomalie. Donc, quels sont les indices? Par la suite, les solutions et finir. Je commence par déclarer que, vu que je traite d'un sujet qui a trait à des conflits, que ce soit, je risque de mettre quelques marques, d'insister sur d'autres. En aucun cas, je n'ai aucun conflit d'intérêt, avec aucune solution qui est présente au Maroc. Mais vu que j'ai une expertise au moins dans 3 technologies que j'ai essayées durant ma carrière, que ce soit Beckman Coulter, Sysmex ou Abbott, je profite de cette expérience pour ne pas négliger les autres, mais en même temps de relater les aspects technologiques qui répondent à des cahiers de charges mondiaux. Et je me réfère pour ça avec comment dirais-je, des critères internationaux de sélection des technologies, et je me base sur le Cap Today, qui est sur sa version la plus récente. Qu'est-ce qu'un hémogramme? L'hémogramme, c'est l'analyse du sang. C'est l'étude quantitative et qualitative du sang. Donc, lorsque je parle d'un hémogramme, il n'y a pas que les données numériques. Il y a aussi l'aspect analytique qui est qualitatif. Et lorsque je parle qualitatif, ça veut dire les alarmes, les messages qui peuvent aider, qui sont transmis par l'automate, et aussi les résultats de la cytovision et de la coloration de panoptique aux variantes. Parce qu'il n'y a pas que la coloration MGG actuellement en hématologie, il y a d'autres colorations variantes qui ont gagné le terrain, et tout ça pour améliorer l'hémogramme. Donc l'hémogramme, c'est un panel de tests. Ces tests, il y en a ceux qui sont mesurés, d'autres qui sont issus de calculs,
d'autres qui sont issus d'un algorithme qui est actuellement reconnu par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui gagne et qui a pris son démarrage en hématologie certainement dans les années 90 même, et même avant qu'on connaissait l'intérêt de l'intelligence artificielle. Elle est à bord de nos automates. Et donc, grâce à tout ça, qu'on est capable de réaliser un hémogramme qu'on appelle NFS, numération formule sanguine. Donc, on est obligé de faire des mesures qui passent par des comptes. C'est les numérations. Et la formule sanguine, c'est tout le reste des paramètres d'un hémogramme. Et donc, vu la place de l'hémogramme, qui est une place critique en médecine, parce qu'elle est parmi les premiers, sinon le premier examen demandé en médecine, toutes spécialités confondues. Et donc, il génère beaucoup de conséquences, comment dirais-je, sur la prise en charge des patients. S'il y a des anomalies analytiques qui n'étaient pas prises en charge par le laboratoire et qui seront qualifiées comme erreurs. Et donc, si le laboratoire qui est responsable de cette anomalie, s'il rend un résultat qui n'est pas valide analytiquement. Moi, je ne parle pas de l'indication biologique de l'hémogramme aujourd'hui. Je vais parler uniquement de la validation analytique. Comment valider un test mesuré? Et donc, valider un test mesuré suppose que je vais aussi valider les tests qui découlent du calcul et des algorithmes. Donc, mabouni ala batil fahuwa batil. Donc, si déjà la mesure était erronée, qu'en est-il des modes calculés? Certainement, ils seront erronés. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer tous les paramètres mesurés, que ce soit dans les hémogrammes réalisés sur des automates de, comment dirais-je, de premier niveau ou des hémogrammes spécialisés. Mais la chose pertinente actuellement dans ce domaine, c'est que les fournisseurs actuellement, presque tous, ont proposé un seul module. Donc, il n'y a plus un grand automate, un petit automate ou un automate comment dirais-je, qui va faire plus que l'autre. C'est un module, mais à bord, il y aura des logiciels et vous devez payer les logiciels, des licences, pour accéder à des paramètres. Et donc, ce n'est pas comme avant, où il y avait des limites technologiques. Actuellement, c'est le même appareil, presque, qui peut tout faire. Vous l'aurez au laboratoire et vous négociez les licences qui peuvent être déclarées. Et donc, ces anomalies analytiques qui surviennent dans presque toutes les technologies, il n'y a aucune technologie qui peut valider un hémogramme, comment dirais-je, pathologique. Si il y a des anomalies qui peuvent avoir lieu sur le tube de prélèvement, ça veut dire qui intéressent le tube de prélèvement, qui peuvent ne pas être chez le patient, mais des réactions qui vont avoir lieu sur le tube de prélèvement, ou même des pathologies qui sont liées à des hémopathies malignes, par exemple. Aucune solution actuelle ne peut résoudre ces équations. Et donc, nous, on est obligé de compléter cet hémogramme qui est donné par cet automate par d'autres approches, soit pour réparer ces anomalies, soit de compléter par d'autres examens, notamment le frottis sanguin coloré en coloration panoptique MGG ou variante. Donc, il y a toujours cette complémentarité. Et le résultat final, ça s'appelle hémogramme. Donc, l'hémogramme, actuellement, n'est pas uniquement CBC comme arrêté parfois dans des nomenclatures. Il peut être sujet à être complété par d'autres examens qu'on va voir ce peu. Et donc voilà un hémogramme, par exemple, un modèle qui englobe pas mal de paramètres mesurés, d'autres calculés, qui commencent par l'énumération des leucocytes, des globules rouges et des plaquettes. Et par la suite, il y a la formule sanguine qui englobe tous les autres paramètres en dehors des numérations. Et donc, la numération réticulocytaire fait partie de la formule sanguine. La même chose pour les paramètres de Winthrop et
la différentielle leucocytaire, les paramètres plaquettaires et les résultats de frottis sanguin. Et donc tout ça fait partie de la formule sanguine. Donc lorsque je parle de numération, c'est uniquement globules rouges, leucocytes et plaquettes. Mais il faut savoir que lorsque l'automate compte un globule rouge, ce n'est pas forcément un globule rouge. C'est un globule rouge et un réticulocyte. Parce que le réticulocyte est une cellule normale du sang et qui est comptée lors d'un hémogramme parmi les cellules sanguines. Et donc, pour la distinguer, ce réticulocyte, on est amené à faire de la formule sanguine. Et donc, on sort de l'énumération érythrocytaire. Et donc, pour ce faire, j'ai consulté la dernière mise à jour du Cap2Day afin de comparer les technologies actuellement qui ont obtenu des FDI. Donc, une technologie d'un hémogramme, pour qu'il soit exploité au Maroc, le législateur marocain impose qu'il soit conforme aux normes CE et ou FDA. Et donc, moi, j'ai consulté le dernier rapport qui est fait par une trentaine d'experts en la matière, qui représente la majorité des fabricants et les scientifiques de toutes compétences, pour classifier en quelque sorte les hémogrammes, les analyseurs d'hématologie en la matière. Et donc, moi, je vais les classer par ordre alphabétique pour ne pas entrer sur des critères de jugement et pour vous dire que chacune des technologies, parfois, comprend plusieurs offres. Et donc, c'est au laboratoire de s'adapter à ces offres. Tout le monde va vous présenter son offre en vous disant que j'ai une offre pertinente. Mais lorsque vous consultez Cap2Day, vous aurez un descriptif détaillé de votre choix. Si vous faites un choix de tel équipement, vous aurez les points pertinents, les limites obligatoirement déclarées et même le prix. Et combien d'unités ont été commercialisées aux États-Unis et en dehors des États-Unis. Et donc, tout ça existe sur le Cap2Day. Donc, moi, je ne suis pas amené ici à vous influencer pour faire le choix. Je suis là pour relater comment je dois résoudre une anomalie. Mais sachez que chacune des technologies proposées en décembre 2023, c'est la dernière mise à jour, toutes ces technologies présentent des limites. Et donc, lorsque je vais réaliser un hémogramme, il y a des paramètres mesurés et des paramètres calculés. Et parmi les paramètres mesurés, comme j'ai dit, c'est l'énumération cellulaire, les dosages de l'hémoglobine. Et lorsque je vais numérer les cellules, je puisse, comment dirais-je, déceler de cette mesure d'autres paramètres comme l'indice de distribution volumique, que ce soit l'indice comment dirais-je, l'anésocytose et ainsi de suite. Donc, ce sont des paramètres mesurés. Donc, le volume globulaire moyen, par exemple, en hématimétrie automatique, est un paramètre mesuré, contrairement si vous travaillez en manuel où il est calculé. Donc, le VGM ici sera mesuré parce qu'il est issu de l'intégration de la courbe de Price-Jones, comme on va le voir. Et donc, il y a des paramètres, certes mesurés, qui intéressent les plaquettes et les globules rouges. Et pour finir, on aura à établir la formule leucocytaire actuellement qui peut intégrer 6 populations, malgré qu'il faut toujours, si on a des cellules anormales, leucocytaires ou autres, toujours faire un frottis sanguin. C'est la règle. Tous les consensus actuellement proposent tout ça, on va le voir. D'autres paramètres complètent l'hémogramme, à savoir la numération réticulocytaire et même certaines marques proposent d'autres paramètres réticulocytaires. La numération des érythroblastes actuellement acquise sur tous les automates de nouvelle génération. Pour compléter tout ça, avec des confectionneurs colorateurs de l'âme, que ce soit en coloration MGG ou variante, notamment la coloration MCDH qui est actuellement la meilleure coloration depuis une dizaine d'années et plus.
Et on peut compléter un hémogramme par d'autres paramètres classiques comme la vitesse de sédimentation automatisée sur un tube DTA, même s'il y a un contexte particulier, faire sur le prélèvement de l'hémogramme une analyse de l'hémoglobine en cas de suspicion ou de cas orienté de diagnostic d'une hémoglobinopathie sur la même station, pour finir qu'actuellement, il y a des cytovisions, des scanners, en quelque sorte, des microscopes robotisés qui sont installés sur la chaîne et qui complètent, que ce soit l'aspect quantitatif, qualitatif de l'hémogramme. Et donc, c'est un panel actuellement disponible, mais le biologiste peut avoir tout ça, mais isolé, avec des moyens de bord, comment dirais-je, selon son budget. Et il n'y a pas que ça, il y a d'autres paramètres, notamment si le laboratoire peut profiter des avancées technologiques actuellement récentes permettant d'étudier même d'autres liquides de ponction, notamment le LCR. Et donc, lorsque on revient au Cap Today, je ne vais pas relater pour chacune des marques quelle est. Je vais le faire, je l'ai fait déjà, mais il n'est pas, ça veut dire pertinent que je vais étudier chaque marque de façon isolée. Moi, je vais vous donner quelles sont actuellement les technologies disponibles sur les automates et les analyseurs actuels en hématologie. La cytométrie en flux est presque présente dans toutes les offres. Et donc, c'est la base de l'analyse. Il peut être associé avec d'autres méthodes de mesure, notamment l'impédance, la radiofréquence, la spectrophotométrie, la diffraction du laser à différents plans, la fluorimétrie pour des technologies, la cytochimie qui est présente presque dans toutes les technologies. Et à côté de tous ces points physiques et chimiques, il y a des parties logicielles qui distinguent des solutions d'autres. Et donc, surtout l'intelligence artificielle à bord, ces algorithmes qui sont à bord de nos machines, facilitent actuellement l'intégration et le rendu du résultat. Sans oublier qu'il y a des marques, pour des limites particulières, ils proposent des réactifs et des solutions particulières. Donc, je vous dis que les performances actuellement annoncées par les fabricants, certes, viennent pour répondre à des exigences du laboratoire, pour répondre à des limites de la technologie. Vu qu'il y a des limites, on doit faire des avancées. Parce que si on a la solution de tout, hein, on va pas avancer. Et donc, les solutions présentes au Maroc, j'ai essayé de faire la synthèse. Je risque d'oublier quelques technologies, par exemple pour une marque ou une autre. Je ne le fais pas de façon vraiment volontaire, je dégage toute responsabilité. Hein. J'ai fait un effort pour étudier toutes les solutions d'une marque X et j'ai fait la synthèse. Donc, j'ai classé ça par ordre alphabétique. Donc, Abbott fait parmi les méthodes proposées l'impédance, la diffraction lumineuse multi-angulaire, la cytochimie, la fluorescence. Ici, on a la cytolyse qui est ménagée ou la cytolyse, comment dirais-je, totale des globules rouges. Beckman-Coulter propose l'impédance, la conductivité à focalisation hydrodynamique, la diffraction lumineuse multi-angulaire, la cytochimie, la cytolyse et surtout, il propose une technologie performante qui s'appelle la technologie VCS, donc volume, conductivité et scatégramme, et qui est impliqué pour l'essentiel des cellules afin de ne pas avoir des interférences avec les cellules qui ont le même, par exemple, même volume, mais ils ont une conductivité différente. Oriba, Mindray, Siemens, ils proposent aussi
la photométrie à côté de l'impédance, la diffraction lumineuse multiangulaire, la cytolyse et la cytochimie. Sysmex propose d'autres, un plus pour, par exemple, pour la plaquette comme la fluorescence, qui est évitée pour eux, mais pour le reste, il y a l'optique et il y a l'impédance, et la conductivité à focalisation hydrodynamique, la diffraction lumineuse multiangulaire, la cytochimie et la cytolyse. Donc, ce qui est global, c'est que toutes les sociétés proposent l'impédance. Mais est-ce qu'ils ont la même impédance? C'est ça la question. Parce que c'est l'impédance qui est la méthode de référence sur tous les consensus en la matière. Donc l'impédance, c'est la méthode de référence. Et lorsque moi, je suis amené à faire le premier passage, je suis un laboratoire, je dois résoudre les plus grands obstacles dès le premier passage. Et je dois laisser quelques aléas à régler par la suite. Et donc, quels sont les points forts d'une impédance d'une société par rapport à d'autres? C'est ça qui va faire la différence. Donc, l'impédance, certes, est la méthode de référence. Les autres techniques associées à l'impédance, pas seules associées à la cytométrie en flux, à la cytochimie, et ainsi de suite, mais lorsqu'il y a une technique complémentaire, il vient répondre à une limite de l'impédance de la marque X. Et donc, si l'impédance permet de résoudre la plus grande part des anomalies, ça serait impeccable. Mais c'est une impédance qui est performante. Ce n'est pas une impédance basique. Donc, toutes les sociétés essaient de proposer des solutions qui passent par plusieurs chemins. L'essentiel, c'est de réduire les aléas, réduire les erreurs et réduire ces anomalies. Et parfois, il y a des anomalies qu'on ne peut pas résoudre. Et donc, lorsqu'on va appliquer l'impédance, c'est afin d'isoler, par exemple, une plaquette d'un globule rouge. Comment? Donc, sur la courbe de Price-Jones, qui est classiquement celle qui traduit la répartition volumique de la population érythrocytaire, qui permet de déduire au moins deux paramètres pertinents, le VGM et l'indice de distribution érythrocytaire, il admet que les logiciels actuels, en se basant sur l'impédance, ils permettent de donner à la plaquette, elle aussi, une courbe gaussienne, et avec elle aussi un indice de distribution plaquettaire et un volume plaquettaire moyen qui est actuellement le point fort de la numération plaquettaire. Donc, une technologie qui vous propose, quel que soit l'autoplaquettaire chez le patient, un volume plaquettaire moyen, il gagne plus de confiance parce qu'il y a des solutions qui sont limitées lorsqu'il y a une thrombopénie sévère, par exemple, parce qu'ils font des acquisitions par temps, alors que d'autres font des acquisitions par nombre d'événements, et donc par nombre de cellules analysées. Il exige un certain nombre de cellules comme minima, et donc ils peuvent passer plus de temps pour les acquérir et résoudre cette équation. Donc, l'idéal, afin de ne pas avoir d'interférence entre globules rouges et plaquettes, malgré que parfois il y a des plaquettes, des amas plaquettaires notamment, et des plaquettes géantes, des macroplaquettes qui peuvent perturber cette distribution, cette courbe. Mais actuellement, il y a des technologies qui ont proposé des solutions pour corriger ces courbes, et je vais vous les présenter lorsqu'on va parler des anomalies. Et en même temps, ils vous donnent un volume plaquettaire moyen. Donc, gardez dans votre tête, s'il vous plaît, si le VGM est impératif pour classifier une population érythrocytaire comme normocytaire, macrocytaire et microcytaire, le volume plaquettaire moyen, actuellement, il a un impact crucial pour la validation analytique d'une distribution plaquettaire. Et donc, si ma technologie est limitée et ne permet pas de me donner, malgré les exploits, je dois faire un effort pour
valider, comment dirais-je, mes paramètres. Et donc, la question qui se pose, on a des erreurs analytiques qui seront amputées au laboratoire. Donc, comment les reconnaître? Donc, existe-t-il des indices qui vont m'orienter pour telle ou telle anomalie, telle ou telle erreur? Donc, je dois connaître ces indices. Et je parle des paramètres mesurés, mais sans oublier qu'il y a des conséquences sur les paramètres calculés. Et donc, une fois que je connais ces indices, quels seront les moyens à ma possession, soit à bord de l'automate ou en dehors de l'automate, pour gérer ces anomalies, parce que je dois rendre un résultat valide au prescripteur. Mais la question qui se pose dès le départ, est-ce qu'il y a parfois des cas où je ne peux pas rendre un résultat? Oui, la question oui, on va voir. Et donc, afin d'interpréter analytiquement un hémogramme, je dois veiller à respecter les conditions préanalytiques, notamment le délai de traitement d'un hémogramme. S'il vous plaît, dès le départ, je le dis, un hémogramme, si vous le traitez avant 30 minutes, ça veut dire vous avez fait le prélèvement et vous n'avez pas attendu 30 minutes pour le traiter, vous aurez des anomalies analytiques. Ça veut dire quoi? Que le prélèvement, une fois fait, je dois le laisser au moins 30 minutes, pour éviter des anomalies évidentes, notamment une CCMH élevée. Donc une CCMH élevée peut être uniquement parce que j'ai traité en urgence un prélèvement. Parce que le prélèvement est VIP, hein, je le prélève, je le mets sur l'automate, j'aurai des résultats erronés. Ça, c'est la première des choses. Donc, il faut au moins laisser 30 minutes écoulées pour prendre en charge un prélèvement. Et le traiter dans les 2 heures pour les pathologies malignes, parce qu'il y a des problèmes liés à l'hypoglycémie qui s'installe dans le tube, et dans les 4 heures, comme idéal pour les autres, sans dépasser les 6 heures. Donc, il y a des règles de délai, de l'eurodatage. Deuxième exigence, c'est le remplissage du tube. Certes que les DTA est à l'état de trace, mais un tube qui est trop rempli n'est pas forcément bien homogénéisé, donc je risque de ne pas avoir des aspirations. Donc l'automate ne va pas aspirer parce que le tube est trop rempli. Et s'il est moins rempli, je risque d'avoir des dilutions, malgré que les DTA restent à l'état de trace. Ça, c'est la première. Donc, le remplissage, l'eurodatage, sans parler des autres conditions préanalytiques, qui sont les caillots, les micro-caillots, et ainsi de suite. Mais il y a des choses qui sont liées au patient lui-même. Notamment, est-ce que le patient présente un problème de viscosité? Donc, notamment des gamma-globulinémies, des problèmes d'hyperviscosité, hein, plasmatique ou sanguine. Est-ce que le patient présente un problème de couleur? Surtout l'ictère, surtout les dyslipidémies, que ce soit en post, comment dirais-je, acquise ou congénitale. Et donc, tout ça doit être reconnu pour gérer une anomalie, que ce soit à titre préventif, donc on doit la traiter en prévention, parce qu'on connaît le contexte, soit au moment de la validation. Et donc, quels sont ces indices et quelles sont ces solutions? Et donc, pour le problème préanalytique, il y a des conditions requises qu'on doit respecter. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, le laboratoire doit connaître les performances de ces équipements. Et il doit connaître surtout les limites. Certes que les performances, c'est un acquis, mais c'est les limites qui doivent être reconnues par le laboratoire. À quelle limite, par exemple, de la viscosité, je puisse traiter mon patient sans problème? À quelle limite d'ictère, par exemple, de bilirubine, et ainsi de suite?
Donc il y a des connaissances nécessaires de la maîtrise analytique de l'équipement en possession. Et en même temps, le laboratoire doit veiller à actualiser ses références au moins une fois par 6 mois. Parce qu'il y a toujours des mises à jour qui peuvent intéresser soit des rapports qui se font sur la technologie en possession de laboratoire, soit des mises à jour logicielles, soit. Donc, toujours, le laboratoire doit avoir cette maîtrise analytique et ces revues de la littérature afin de proposer en entente avec le service après-vente de la marque qui est installée chez lui une solution pour toutes les erreurs, parce que ces anomalies, une fois rendues, sont devenues des erreurs imputées au laboratoire. Ce ne sont plus des aléas ou comment dirais-je, des trucs qui peuvent arriver. Non, ils seront comptés comme anomalies, comme erreur. Et donc, pour faire une veille bibliographique, je vous propose quelques documents que vous pouvez consulter qui proposent des solutions. Tout d'abord, pour les plaquettes, parce que c'est les plaquettes qui ont profité de pas mal de consensus pour corriger, parce que la plaquette, déjà, physiologiquement, elle est anisocitaire. On admet une plaquette comme plaquette physiologique entre 2 micromètres et 20 micromètres, c'est vraiment large. Donc, elle est anisocitaire physiologiquement. Parfois, en pathologie, on peut avoir une tendance à former des amas, à former des plaquettes de volume augmenté qui peut aller jusqu'à des volumes érythrocytaires et même plus. Et donc, tout ça doit être connu. Et donc, nous, cette plaquette qui a eu ce nombre excessif d'anomalies a amené les scientifiques de proposer des solutions. Et ici, c'est les travaux de l'équipe de Marc Zindeki de CHU de Angers qui fait beaucoup de choses. Et donc, voilà le premier travail sur les plaquettes. Le deuxième travail sur la numération et la formule leucocytaire, 2 ans après, donc en 2012. Puis il a fini avec les travaux sur l'hémoglobine et la partie érythrocytaire et paramètres érythrocytaires et réticulocytaires. Donc il a fait un travail de synthèse vraiment extraordinaire. Pour compléter tout ça, vous pouvez revenir sur l'impact préanalytique qui a été réalisé sur l'EMS de 2011 déjà, pour vous donner toutes les précautions préanalytiques pour éviter des aléas systématiques. Et donc, si on ne respecte pas un bon retournement, un prélèvement en quelque sorte fait à jeun, et parfois même à jeun de 12 heures, pas 8 heures, dans des cas particuliers, et même demander des prélèvements de contrôle s'il y a besoin. Donc tout ça est relaté dans cette référence. Et je finis par vous proposer une étude récente qui a comparé 2 technologies performantes ces dernières années et en même temps qui les compare avec la littérature. Donc c'est une étude complète, il y en a plusieurs, mais j'ai choisi celle-ci, entre 2 compagnies qui sont bien représentées au Maroc et qui nous proposent des solutions. Et dans ce travail, vous allez voir les corrélations des résultats, surtout au premier passage, entre toutes ces technologies. Et donc, quels sont les sites où on aura, ou les moments où on aura des erreurs analytiques? Ça peut intéresser l'analyse elle-même. Ça veut dire que le paramètre tel, soit par un défaut au niveau de l'automate, soit par une réaction qui se fait concernant un paramètre quelconque, qui va perturber ce paramètre. Donc ça, c'est le problème analytique. Ça peut être des interférences, notamment interférences entre plaquettes,
et globules rouges et plaquettes, globules rouges et qui résistent à l'hémolyse et globules blancs, et ainsi de suite. Donc, c'est des interférences. Mais il n'y a pas que les interférences entre les cellules. Il y a des interférences avec des couleurs, avec des viscosités, avec des remplissages excessifs du prélèvement et tout. Donc, il y a ces interférences qu'on doit, sans omettre qu'il y a des limites technologiques inhérentes et qui sont là et qui sont décrites par le fabricant et que le fabricant propose des solutions, parfois manuelles, parfois réparatrices en quelque sorte, avec des consensus en la matière. Et donc, je commence par le globule rouge. Donc, les premiers paramètres selon l'hémogramme, c'est les paramètres érythrocytaires. Et je vais commencer par la numération érythrocytaire. Donc, quelles sont les situations où je puisse avoir des indices qui vont m'orienter pour une anomalie érythrocytaire? Cette anomalie peut donner une surestimation ou une sous-estimation de la numération érythrocytaire. Donc, je dois connaître ces situations et je dois proposer des solutions, quitte à refuser de donner un résultat si cette anomalie peut être évitable, et sinon, je dois procéder à des corrections. Je commence par les sous-estimations. Ça veut dire que le patient, il aura 4 millions de globules rouges. Et nous, lorsqu'on va passer au niveau de l'automate, on trouve 1 million. Donc il y a une grande différence. Donc à quoi est due cette différence, cette sous-estimation? Tout d'abord, comment dirais-je, la pathologie qui survient in vitro, et tout ça, c'est des choses qui impactent, qui peuvent avoir lieu in vitro, surtout les agglutinines froides. Donc les agglutinines froides, c'est une situation pathologique, certes, mais qui ne donne pas d'agglutinat in vivo, mais qui va donner des agglutinations lorsqu'on est dans la température du laboratoire. Autour de 22 degrés Celsius, votre laboratoire, s'il est thermostaté à 22 degrés Celsius, plus ou moins 2, vous aurez ces agglutinines froides qui vont réagir et qui vont agglutiner des globules rouges. Et donc, les globules rouges vont former des amas, parfois par duplex, par triplex, parfois plus. Et donc, lorsqu'on va réaliser une impédance, on aura deux globules rouges qui vont être pris comme un seul globule rouge. Et donc, il y aura une sous-estimation. Mais quel est l'indice qui va m'indiquer qu'il y avait une erreur? On va voir tout ça. Donc, il y a les agglutinines froides, mais il y a aussi les agglutinines chaudes. Et parfois, il y a l'association des deux. Est-ce que les solutions qu'on propose peuvent résoudre ce problème? À l'heure actuelle, il y en a des cas, et ça c'est rapporté dans la littérature, et je puisse vous donner les références, il y a des agglutinines froides qu'on ne peut pas corriger. Et donc on est obligé, et je vais vous proposer à la fin une synthèse, comment gérer tout ça. Donc, vous pouvez tout faire, mais l'impact de l'agglutinine froide reste. Partiellement, oui, mais pas une correction totale. Il y en a des cas, et c'est des cas sporadiques, ce n'est pas une règle générale. En général, on règle le problème, soit par la solution proposée par le fournisseur ou une solution manuelle qu'on va vous proposer. Mais gardez dans votre tête que parfois, on peut ne pas corriger l'indice qui nous a été proposé. On peut ne pas le corriger totalement, comme on ne peut pas corriger totalement la numération érythrocytaire à la hausse. Les cryoglobulinémie, la même chose, mais ils sont un peu difficiles à gérer parfois, vu la viscosité qui accompagne ces molécules. Certes que les microcytes et les schizocytes peuvent être comptés comme des plaquettes pour certaines technologies qui ont des limites
de l'impédance. Sachez bien qu'actuellement, les solutions proposées par l'impédance, qui se basent sur la conductivité et sur comment dirais-je, l'étude du cytoplasme de la cellule, permettent de distinguer un globule rouge d'une plaquette, que ce soit le globule rouge sous forme de fragment, que ce soit en microcyte qui peut être confondu parmi les plaquettes. Donc, ces interférences qui peuvent avoir lieu avec des impédances de base peuvent être évitées actuellement par des impédances, comment dirais-je, améliorées. L'hémolyse in vitro qui survient surtout chez les prélèvements ou dans les prélèvements vieillis doit être, comment dirais-je, traité comme une non-conformité. Parce que je ne parle pas de l'hémolyse in vivo. In vivo, je dois la traiter. Mais si le prélèvement a traîné et il a hémolysé in vitro, certainement que je vais sous-estimer la numération érythrocytaire. Et donc, est-ce que je puisse rendre un résultat? Ça, c'est une non-conformité. Je dois faire la part des choses. Donc, entre une hémolyse intravasculaire qui a intéressé le patient ou une hémolyse artefactuelle faite in vitro. L'aspiration incomplète doit être connue des laboratoires. Ça peut intéresser un tube de prélèvement trop rempli qui est mal homogénéisé. Et donc, il y a un manque d'aspiration. Mais ça ne se voit pas uniquement sur les érythrocytes comme sous-estimation, il peut se voir sur les autres paramètres. Pour les fausses augmentations, je vais insister sur l'hyperleucocytose, mais en général, il n'impacte pas trop les globules rouges, parce que l'augmentation, les globules rouges sont en millions. Donc, si on lui ajoute 200 000 ou là, de globules blancs, comment dirais-je, dans la numération, ça ne se voit pas. Mais il y a des indices qu'on va, comment dirais-je, traiter. Les plaquettes géantes, en quelque sorte, la même sorte, la numération érythrocytaire est augmentée, mais ça ne gêne pas. Mais on a des indices. Donc, je vais vous proposer des indices dans ces fausses diminutions et dans ces fausses augmentations et vous proposer la solution. Je commence par les agglutinines froides. Donc, les agglutinines froides, les indices que j'aurai un taux de globules rouges diminué avec un VGM augmenté et CCMH augmenté. Certes que le VGM est mesuré, lui aussi. Le globule rouge est mesuré, mais la CCMH, elle est calculée ici. Et donc, l'indice, c'est cette incompatibilité entre des globules rouges sous-estimés, une macrocytose et surtout CCMH élevé. Parce que CCMH est un paramètre de validation analytique. Normalement, dans à l'exception de quelques situations qu'on va relater par la suite, le CCMH ne doit pas dépasser 36% en pratique, à l'exception de la sphérocytose, de déshydratation, où il peut arriver à 38 parfois. Et ça, c'est des choses très récentes. Il y a dans la littérature, il y a des CCMH validés analytiquement à 41%. Donc on peut aller dans l'extrême, et ça c'est exceptionnellement, une validation analytique peut se faire sur un CCMH de 41. Mais la règle, on ne doit pas dépasser 38%. Ça, c'est l'extrême. Mais dans des cas très difficiles, il y a des validations analytiques. Ça veut dire qu'il y a des vrais CCMH qui dépassent les 40%. Et donc, la solution, lorsqu'on soupçonne une agglutinine froide, c'est qu'on doit porter notre prélèvement à incubation 1 heure à 37 degrés Celsius et traiter l'échantillon rapidement. Si le problème est corrigé, tant mieux. Si le problème n'est pas corrigé, il y a deux situations. Soit c'est un cas qui ne va pas être corrigé, soit c'est un problème parce que vous avez oublié votre prélèvement qui a été refroidi un petit peu. Donc, il faut, surtout lorsque vous travaillez sur des chaînes,
Donc, votre automate doit être libre. Une fois vous sortez votre prélèvement de 37 degrés Celsius, vous devez le traiter sur le champ. Si vous tardez 3-4 minutes, ça y est, vous aurez à rater cette incubation. Mais gardez dans votre tête que cette correction peut ne pas se faire totalement, surtout le CCMH peut ne pas revenir à une valeur normale. Et actuellement, il y a des solutions sur des automates qui proposent ce qu'on appelle le mode globule rouge optique. Ça veut dire qui propose la numération érythrocytaire en optique et qui découle de dosage des réticulocytes. Et donc, vous savez bien que les réticulocytes, lorsque je vais les doser, je les numère à une température de 42 degrés Celsius. Donc, l'incubation, le prélèvement, le sang, dans toutes les technologies actuellement qui sont en hématologie, le dosage des réticulocytes se fait à 42 degrés Celsius. Et à cette température, on profite de mesurer les globules rouges par optique. Et par la suite, on va corriger cette sous-estimation. Donc, on va éliminer l'effet de la glycine froide par cette incubation à 42 degrés Celsius. Ça peut résoudre les problèmes. Mais gardez dans votre tête qu'il y a des agglutines froides qui ne sont ni réglées par l'incubation manuelle, ni par le mode optique, de globules rouges optiques. Parce que c'est décrit, il y en a des cas réfractaires. Je vous donne un exemple. Voilà un cas d'un patient qui a eu une sous-estimation au premier passage des globules rouges, avec un VGM élevé et des TCMH, CCMH vraiment rien à dire, qui sont ininterprétables, et avec un taux d'hémoglobine qui est normal. C'est ça le paradoxe, c'est que le taux d'hémoglobine est à 11,2, qui contraste avec une numération érythrocytaire qui est effondrée et surtout le CCMH qui est très élevé. Donc c'est une agglutinine froide jusqu'à preuve de contraire. On a porté à incubation à 37 degrés Celsius, et bien, il y avait correction de CCMH et de la numération érythrocytaire. Comment je puisse la soupçonner sur le diagramme de Price-Jones? C'est par la présence de deux pics, en quelque sorte, un pic principal et un autre pic ici, qui témoigne de la présence d'une population potentielle d'amas érythrocytaires. Et donc, lors de la distribution érythrocytaire, toujours revenir à la courbe de Price-Jones. Donc, ce que j'ai noté ici, c'est ce que j'ai dit. Donc, il y a toujours besoin d'incuber à 37 degrés Celsius pendant 1 heure et repasser. Et si ça se corrige, tant mieux. Sinon, gardez dans votre tête qu'on ne peut pas rendre le résultat en n'auront que l'hémoglobine. Comme j'ai dit, la sous-estimation peut revenir à la présence de schizocytes, des microcytes qui sont comptés comme plaquettes et pas des globules rouges, mais cette situation n'intéresse que l'impédance de base, alors que l'impédance actuellement sur les technologies performantes ne pose plus ce problème. La cryoglobulinémie, ça touche surtout la viscosité, et donc c'est un problème d'aspiration qui peut intéresser les autres cellules. Donc c'est comme si j'ai aspiré moins, donc je vais donner une numération sous-estimée. Pour finir, avec la qualité du prélèvement, surtout, ça constitue ce qu'on appelle une non-conformité. Donc le laboratoire doit déclarer les sous-estimations liées à la qualité du prélèvement comme une non-conformité. Ça veut dire qu'il doit demander d'autres prélèvements. Donc, on a vu les sous-estimations. Donc, je répète, les sous-estimations, c'est les agglutinines froides, principalement, par la suite suivies
des schizocytes, des cryoglobulinémies, de problèmes de prélèvement. Maintenant, on va voir les fausses augmentations. Quelles sont les situations qui peuvent donner une augmentation du taux des érythrocytes? Certes que ce n'est pas un grand problème parfois pour le biologiste. Rendre 5,2 millions ou 5,4, en général, le coefficient de variation est accepté. Mais ça peut poser des problèmes parfois avec un VGM qui est élevé et qui peut être amené à explorer une carence vitaminique, par exemple. Alors que le VGM qui a été augmenté, c'était une surestimation. Donc l'indice pour reconnaître cette situation, c'est en général une macrocytose hypochrome. Donc, devant une anémie profonde associée à une hyperleucocytose, en présence d'une macrocytose hypochrome, pensez à une surestimation de vos globules rouges. Et donc, la correction, ici, c'est de diluer votre sang et le repasser en mode dilué. Il y a des modes de dilution automatique, 1/7 par exemple, quand vous pouvez proposer, vous, des dilutions ou 1/10. Voilà un cas, par exemple, ici, le globule rouge qui ont été rendus 1,93, mais il était associé avec un VGM légèrement supérieur à 100 et un CCMH qui est, vu que c'est macrocytaire, c'est le CCMH qui permet de classifier l'anémie, ce n'est pas le TCMH. Le TCMH, c'est pour les anémies microcytaires. Et donc, le CCMH, il est hypochrome ici, parce qu'il est inférieur à 30%. Lorsque on a fait les dilutions, on a vu que le VGM n'était que à 90 et le CCMH était normochrome. Donc, il suffit de diluer pour enlever l'impact des globules blancs. Parce que c'est 200 000 de globules blancs, presque 150 000 globules blancs qui ont été ajoutés aux globules rouges et qui ont perturbé le VGM parce que le globule blanc, il possède un volume plus grand que le globule rouge. Donc, cette notion est très fondamentale. Donc, toujours, s'il vous plaît, pour ne pas avoir des explorations surajoutées, le patient n'avait ni macrocytose, ni hypochromie. Et donc, il était normochrome, normocytaire, mais vu l'hyperleucocytose, on a vu cette exagération du volume érythrocytaire moyen et 2. Et donc, ça se voit comme ici un pic, le voilà, qui témoigne de ces 150 000 globules blancs comptés. Sur la numération, il n'a pas beaucoup d'impact. Mais sur le VGM et sur le CCMH, il y avait un impact conséquent. Et donc, ici, la solution, c'est quoi? Donc, je fais la dilution et je repasse, et je puisse faire l'hématocrite mesuré, et je sors les autres paramètres par calcul. Donc j'ai fini par les globules rouges. Donc, il y avait les sous-estimations et les surestimations. Je n'ai traité que les surestimations liées à l'hyperleucocytose. Pour ce qui est de la présence des plaquettes géantes qui peuvent perturber par excès la numération érythrocytaire, à l'heure actuelle, les solutions proposées actuellement, que ce soit par impédance améliorée ou par d'autres techniques, ont permis de pallier à ce problème. Donc, en général, une plaquette et un globule rouge sont bien distingués par les plateformes proposées actuellement. Donc, j'arrive au taux d'hémoglobine. Certes que le taux d'hémoglobine reste un paramètre crucial pour un patient. Et donc, le coefficient de variation doit être le plus faible.
si un patient, par exemple, aujourd'hui fait un dosage d'hémoglobine, il a un résultat, je ne vais pas le modifier s'il y a absence de cause évidente après 24 heures par un autre résultat où il y a un aléa analytique. Et donc, il y en a plusieurs situations, notamment liées à la couleur, que ce soit les lipides, que ce soit l'ictère, que ce soit les globules blancs, que ce soit les cryoglobuline, la cryoglobuline, ou que ce soit l'hémolyse in vitro, qui peuvent perturber le dosage de l'hémoglobine. Donc le dosage de l'hémoglobine, actuellement, pour résoudre cette équation, il y a des technologies qui ont proposé ce qu'on appelle l'hémoglobine calculée suite à la réalisation de modes optiques. Mais si vous travaillez par impédance, ici, la solution, c'est la dilution. La dilution reste un bon apport, parfois complété, et ça je vous conseille pas de le faire, de changer le plasma. Ça veut dire, vous centrifugez délicatement le prélèvement et vous enlevez le plasma du patient et vous faites la dilution. Ça, c'est déconseillé, mais parfois elle est nécessaire. Mais la dilution est meilleure. Ça veut dire, vous prenez votre prélèvement, vous diluez et vous allez effacer en quelque sorte les aléas de la fausse augmentation de l'hémoglobine. Les fausses diminutions sont presque tous liées à des problèmes préanalytiques, que ce soit des microcaillots, que ce soit un mauvais remplissage et même lorsqu'on fait un prélèvement dans une veine de perfusion. Donc ça ne touche pas uniquement l'hémoglobine, mais il va donner d'autres résultats sur les autres paramètres. Et donc, je commence par les augmentations d'hémoglobine lors des hyperlipidémies. Vraiment, les lipides, surtout les chylomicrons et les triglycérides, constituent un grand problème pour le dosage de l'hémoglobine. C'est vraiment, lorsque le patient présente un taux de lipides au-delà de 20 grammes par litre, que ce soit dans le cadre d'une dyslipidémie acquise ou congénitale, ça perturbe le dosage de l'hémoglobine. Et la solution ici, vraiment, et tous les automates sont sensibles. Hein. Il n'y a pas un automate qui est à l'abri, sauf si vous faites le mode calculé et avec sous réserve, parce que parfois, on doit faire le mode optique sur le plasma, sur le sang dilué. Et donc moi, je vous propose comment le connaître. C'est un CCMH au-delà de 36% comme indice, et parfois sur le diagramme, surtout de la formule leucocytaire, je vais voir une traînée, un précipité selon la nature des particules qui perturbent le dosage hémoglobinique. Et donc, je vais vous proposer un exemple, le voilà. Donc, que ce soit la numération leucocytaire où je vais voir ce sillon particulier, ou dans la formule leucocytaire, je vais voir ce précipité qui témoigne des lipides qui sont précipités, qui peuvent perturber le dosage hémoglobinique chez le patient. Donc, toujours, vous aurez une alarme qui va vous informer que ce dosage d'hémoglobine, il y a une interférence avec ce qu'on appelle une turbidimétrie. Donc, il est noté, il y a une turbidimétrie augmentée, et donc le dosage de l'hémoglobine, il est à contrôler. Et donc, pour s'assurer, donc ces alarmes qui sont données doivent être connues par le biologiste. Et comme ça, il y a perturbation de CCMH parce que le CCMH ne doit pas dépasser 36%. Ici, il y a 37,2%. Et donc, la solution ici, c'est la dilution. La dilution reste une piste vraiment très utilisée. Sinon, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le CCMH mesuré. Il y a des sociétés qui le proposent en mode optique. Lorsque vous travaillez les globules rouges en mode optique, vous pouvez avoir le CCMH mesuré et par la suite, vous corrigez le dosage d'hémoglobine et même le TCMH corrigé. Donc, on a la possibilité parfois, si il y a un impact des lipides
parce que le patient n'est pas à jeun et qui a comment dirais-je, mangé beaucoup de lipides, ça peut perturber les dosages de l'hémoglobine. Donc, on refuse de rendre les résultats, demander un prélèvement de contrôle, et on règle le problème en insistant sur un jeûne de plus de 2 heures. Sinon, je dilue et je repasse. Et si, comme j'ai dit, vous avez le mode optique, vous pouvez faire le TCMH, comment dirais-je, le TCMH en mode mesuré. Je termine par les immunoglobulines et les cryoglobulines qui, ici, influencent la viscosité. Et donc, toujours l'indice, c'est une augmentation de CCMH. Et on a un terrain connu, soit un terrain de gamma-pathie monoclonale, ça peut être le myélome, ça peut être le Wendelstrom. Donc cette viscosité qui s'accompagne avec ce CCMH élevé doit faire rechercher une perturbation au niveau du dosage de l'hémoglobine. Et donc toujours on a ce message de la turbidimétrie qui est, parce que la viscosité sera augmentée, et si la viscosité est augmentée, on va avoir comment dirais-je, une étude optique spectrophotométrique de l'hémoglobine élevée, et donc on va rendre des taux élevés d'hémoglobine. Donc pour corriger, pensez toujours à faire des dilutions, s'il vous plaît, à 1/7, 1/10, et si vous avez CCMH optique, vous allez calculer à partir de TCMH mesuré le taux d'hémoglobine. Les hémolyses in vitro sont des non-conformités. Moi, je vous invite à refuser, que ce soit pour la numération érythrocytaire, que ce soit pour le dosage d'hémoglobine, parce qu'une hémolyse in vitro perturbe comment dirais-je, le CCMH. Et pour s'assurer, vous laissez sédimenter votre patient, vous allez trouver que le plasma est hémolysé. Donc, si le CCMH est élevé, laissez le prélèvement sédimenté avant d'entreprendre d'autres solutions pour voir est-ce qu'il y a déjà une hémolyse artefactuelle. Ça peut être une hémolyse chez le patient, mais en général, c'est une hémolyse artefactuelle qu'il faut éliminer. Ici, on demande un nouveau prélèvement, et donc on ne va pas... sinon, on demande le mode calculé d'hémoglobine, surtout lorsqu'on va s'intéresser au TCMH mesuré, parce qu'on va mesurer l'hémoglobine en intra-globule rouge, et comme ça, on va avoir le mode de calcul de l'hémoglobine à partir de TCMH en mode optique. Il y a des solutions, mais sinon, pour moi, c'est une non-conformité qu'il faut déclarer. La même chose pour l'ictère, c'est toujours l'indice CCMH, et le plasma est ectérique, donc le laisser sédimenter, CCMH supérieur à 36%, c'est l'indice. Vous complétez par une sédimentation du sang, et pour corriger, soit vous demandez un nouveau prélèvement, si c'est autorisé, sinon, passez à la dilution. Moi, je vous demande de faire la dilution, et si votre technologie propose le TCMH et le CCMH, vous le faites, le CCMH optique. À côté de ces augmentations des hémoglobines, d'autres situations peuvent donner des augmentations, on ne va pas s'y intéresser, mais les diminutions de taux d'hémoglobine sont toujours liées à des problèmes préanalytiques. Ça peut être des microcailloux, parce que c'est des choses qui peuvent avoir lieu. C'est des dilutions parce que vous avez prélevé auprès d'une voie de perfusion. Et donc, en général, ce n'est pas un paramètre isolé, le taux d'hémoglobine est diminué, mais ce n'est pas le seul. Il y aura diminution des globules rouges, diminution des globules blancs, des plaquettes et ainsi de suite. Et donc, vous devez demander au prescripteur un nouveau prélèvement pour s'assurer. Mais gardez dans votre tête, s'il vous plaît, vous devez garder le prélèvement
comme témoin pour comparer les deux résultats de deux prélèvements si vous soupçonnez une hémodilution. Donc, on a le premier paramètre mesuré, c'était la numération érythrocytaire. Par la suite, c'est le dosage d'hémoglobine. On va passer au dernier paramètre érythrocytaire parce que c'est lourd à digérer, c'est le VGM. Et le VGM présente à lui, de façon indifférente, il peut être un indice, mais lui, c'est lui qui est sujet à une anomalie. Et donc, ces anomalies, les plus souvent, sont des macrocytoses. Et donc, les microcytoses, en général, sont liées à ce qu'on appelle l'hyponatrémie. Donc, ça doit être connu. Une hyponatrémie sévère donne une diminution de VGM. C'est la seule situation artefactuelle qu'il faut connaître. Donc, le biologiste, lorsqu'il a une incompatibilité par exemple, hier, le patient était normocytaire. Le lendemain, il présente une microcytose franche, sans cause évidente. Il doit chercher une hyponatrémie sévère. Pour le reste, les hyper-augmentations sont classiques parce qu'ils sont retrouvés dans les agglutinines froides et chaudes, dans les hyperleucocytoses, les hyperglycémies, et ça, que ce soit le diabète, que ce soit sur un prélèvement fait sur une veine qui est en perfusion sucrée, glucosée, les hypernatrémies sévères, et si le sang est vieilli. Donc, plus le sang est vieilli, en général, on a une tendance à la macrocytose. Et donc, voilà, en général, c'est une macrocytose qui est très particulière, c'est que la courbe de Prejeans est large à la base, ce ça ne reproduit pas la même distribution érythrocytaire que dans les vraies macrocytoses en général. Et donc cette anisocytose, en quelque sorte d'apparence, peut masquer. Donc un CCMH qui est bas, avec un VGM élevé, ça peut justifier en quelque sorte la présence de cette augmentation de VGM en cas d'hyperglycémie. Donc en cas d'hyperglycémie, il faut étudier en quelque sorte la courbe de Prejeans, constater cette hypochromie et cette macrocytose. Et donc lorsque on s'éloigne de la phase d'hyperglycémie, que ce soit diabétique ou de la veine de perfusion, vous avez remarqué que le VGM se normalise et le CCMH, lui aussi, se normalise. Pour finir, on a vu les trois paramètres mesurés. Et je vais finir par le CCMH parce que pour moi, le CCMH est le paramètre de validation analytique. Parce que c'est lui qui est l'indice de pas mal d'anomalies érythrocytaires. La règle, c'est que le CCMH ne doit pas dépasser 36%. Il n'y a pas d'hyperchromie pathologique, à l'exception de quelques situations comme les sphérocytoses constitutionnelles. On peut aller jusqu'à 38%, parfois même jusqu'à 41%, comme j'ai dit. Mais il y en a des sphérocytoses acquises dans certaines pathologies auto-immunes qui peuvent se compliquer d'auto-anticorps où la CCMH valide analytiquement peut aller jusqu'à 41%. Donc, ça, c'est la première des choses. Je ne vais pas parler de TCMH, mais gardez dans votre tête que TCMH peut être élevé dans les vraies macrocytoses. Donc, une carence en vitamine B12 ou B9 peut avoir à donner des macrocytoses vraies et des TCMH qui peuvent aller jusqu'à 45 picogrammes et qui sont des valeurs valides analytiquement. Donc, c'est le CCMH qui ne doit pas dépasser 36% dans ces situations. Donc, dans les carences vraies, TCMH peut être élevé à côté de la macrocytose, mais le CCMH ne doit pas dépasser les 36%. Donc, lorsqu'il dépasse les 36%, c'est qu'il y a potentiellement
des aléas à corriger. Et ces aléas sont très nombreuses, comme on les a vus, que ce soit les agglutinines froides ou chaudes, les hyperlipidémies, les hyperleucocytoses, les macroglobulinémies surtout et les cryoglobulinémies, les bilirubénémies et les hémolyses in vitro, sans oublier la principale pathologie qui est la sphérocytose, qui doit dépasser en général 8%. Et donc voilà un arbre décisionnel, comment gérer le CCMH. Tout d'abord, lorsque vous avez un CCMH élevé, au-delà de 36%, il faut revenir à votre moyen mobile de CCMH. Ça veut dire, vous devez revenir à votre automate sur un an et voir la moyenne de votre CCMH. Peut-être que vous avez un problème analytique caché que vous n'avez pas pu le constater. Et donc, votre moyenne mobile doit être compatible avec les règles de validation analytique. Ça veut dire que votre fournisseur vous propose des contrôles de qualité, internes ou externes, où vous aurez une moyenne de CCMH sur une année. Et donc, votre moyenne doit être avec des coefficients de variation compatibles, moins de 5% en général. Et donc, si jamais votre moyenne mobile n'est pas bonne, vous devez étalonner votre automate. Ça, c'est la première des choses. Et une fois que vous avez écarté cette anomalie de votre automate, vous allez passer à placer votre prélèvement à 37 degrés Celsius pendant 1 heure. Si le problème se règle, c'est une agglutinine froide. Sinon, vous laissez sédimenter et vous allez voir la couleur de votre plasma. Est-ce que le plasma elle est hémolysé ou lactescent ou, comment dirais-je, visqueux? S'il est hémolysé et s'il est lactescent, en général, voilà ce qu'il faut rendre comme résultat. Si jamais vous avez un aspect normal et que vos résultats n'ont pas été réglés, le CCMH, l'incuber encore une fois. Si il devient inférieur à 36%, tant mieux. Sinon, s'il est à 38 jusqu'à 41, comme j'ai dit, comme plafond, vous donnez ce résultat, ce réserve, que vous avez tout fait. Sinon, vous ne rendez pas le CCMH. Vous ne rendez que le dosage d'hémoglobine. Parce que soit vous avez des agglutinines froides associées à des agglutinines chaudes, soit que vous avez des agglutinines froides qui ne s'effacent pas. Et donc, il y a toujours sujet à gérer ce CCMH. C'est un paramètre de validation analytique de premier ordre. Donc, moi, j'ai cherché, lorsque je voulais préparer cette présentation, quelle est la limite de CCMH autorisé. Et j'ai tombé sur des séries qui tolèrent jusqu'à 40%, mais dans l'extrême. Ça veut dire que vous avez tout essayé et la solution n'était pas, comment dirais-je, pertinente. Mais si jamais votre CCMH reste au-delà de 40%, 41%, vous devez oublier tous les résultats, ne rendre que le dosage de l'hémoglobine, parce que c'est le seul qui est pertinent. Tout le reste est sujet d'erreur. Et donc, voilà les sphérocytes qui seront, ça veut dire, observés pour compléter la requête, donc faire cet arbre décisionnel et complété par un frottis sanguin à la recherche des sphérocytes. Donc, les sphérocytes sont qualifiés parmi des technologies comme des cellules denses. Et il y en a des technologies qui s'intéressent à l'étude de ces sphérocytes et qui les mesurent. Donc, il y en a des propositions de certaines marques mondiales qui proposent de numérer ce qu'on appelle les cellules denses. Et le taux significatif pour ces firmes, c'est un taux supérieur à 4%. Donc, plus de 4%, on va le rendre comme résultat.
est associé à un CCMH qu'on a essayé de corriger parce qu'ils font tout pour le corriger. Et s'il est inférieur à 4%, on ne le rend pas, c'est comme s'il n'y a rien. Donc la limite de 4% n'est pas consensuelle, elle est proposée par certains, comment dirais-je, par certaines firmes. Si vous voulez, on discutera ça plus loin parce que vous allez remarquer que je n'utilise pas de technologie pour ne pas entrer dans un conflit ni dans un intérêt particulier, mais s'il y a des questions sur ça, on peut les discuter. Donc, la règle générale, c'est que les sphérocytes, en général, les vraies sphérocytoses, ne donnent pas un CCMH au-delà de 38%. Les vraies sphérocytoses. Donc, c'est la limite. On peut aller jusqu'à 38%. Mais CCMH peut dépasser dans 38% dans certaines situations très difficiles à gérer qui ne sont pas obligatoirement des sphérocytoses. On a fini avec ce lot très lourd à digérer de globules rouges. Pourquoi? Parce que dans notre pratique, c'est le globule rouge qui pose beaucoup de problèmes. Parce que la plaquette a profité de plusieurs apports technologiques ces derniers temps. Et vous allez voir que je vais passer rapidement les plaquettes et les globules blancs, parce que les anomalies de globules blancs sont résolues par le frottis, qui reste la meilleure méthode actuellement proposée. Il n'y a pas d'autre solution. Et pour la plaquette, les fournisseurs proposent des solutions et moi, je vais vous proposer comment on peut y remédier. Donc, j'insiste. La courbe de distribution plaquettaire, la pertinence de cette courbe qu'il est actuellement gaussienne, elle aussi. Ça veut dire qu'il permet de donner un volume plaquettaire moyen et un indice de distribution plaquettaire. Certes que l'indice de distribution plaquettaire n'est pas un paramètre IVD, mais le volume plaquettaire moyen, actuellement, est un paramètre IVD. Et donc, lorsque moi, j'ai une technologie qui me le propose, ça va me permettre de valider analytiquement une numération plaquettaire. Parce que c'est la plaquette qui est la cellule la plus délicate à valider analytiquement à côté du globule rouge. Et donc, classiquement, quelles sont les techniques proposées actuellement pour numérer une plaquette? La méthode de référence, c'est l'immunocomptage. Donc, c'est la méthode en cytométrie en flux. Mais c'est une technique qui n'est pas de routine. C'est une technique de recherche. Mais c'est la méthode de référence et elle est proposée dans la prise en charge de recherche de ce qu'on appelle la plaquette réticulée, qui reste un espoir de tous les hématos. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, ce n'est pas une technique de routine. Et donc, quelles sont les techniques de routine? La technique de routine, c'est l'impédance, qui est la méthode de référence dans les conditions normales des plaquettes. Ça veut dire, lorsque les plaquettes sont normales, que ce soit sur le plan quantitatif et qualitatif, l'impédance est la méthode de référence. Si jamais on a une thrombopénie sévère, une hyperplaquettose associée ou non à des dysplasies, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc la solution, soit vous avez une technologie d'impédance qui propose de recruter une plaquette comme étant plaquette et un globule rouge comme étant globule rouge et un leucocyte comme étant leucocyte, soit vous devez faire des solutions optiques qui se basent sur des dosages chromogéniques, se basant sur le reste d'ADN ou de l'ARN dans les granulations plaquettaires, afin de proposer des déterminations optiques ou des déterminations fluorimétriques qui restent la propriété d'une seule marque. L'optique, il est fait par plusieurs marques. Les solutions impédance-symétriques actuellement visent à établir ce qu'on appelle le volume plaquettaire moyen. C'est ça le point fort. C'est qu'avec les techniques optiques, fluorimétriques, on n'a pas forcément le volume plaquettaire moyen, parce que le volume plaquettaire moyen requiert l'impédance. Donc, c'est seulement l'impédance qui vous donne le volume plaquettaire moyen.
les volumes optiques, les techniques optiques ou fluorimétriques complètent l'énumération, ils valident l'énumération. Et donc, comment nous, au laboratoire, on doit gérer tout ça? Est-ce qu'on va faire tout? Oui, c'est un espoir. Moi, je veux tout faire un jour. Et on a testé tout. Hein? Et toujours, il y a des limites. Parce que même toutes les technologies ont des limites. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de résoudre les plus grandes anomalies au premier passage. Et que les repasses doivent être minimisés et la place du senior en laboratoire doit être limitée si vous avez beaucoup de recrutements qui sont de cette sorte. Donc, l'impédentimétrie, la méthode optique, la fluorimétrie complètent en quelque sorte la méthode de référence qui est l'immunocomptage. Donc, l'immunocomptage est la méthode de référence, mais c'est une technique de recherche. Moi, j'ai essayé de la faire en routine. Pour le moment, c'est encore, pour ne pas dire un échec, c'est précoce parce que la technique est prête, mais on ne peut pas l'appliquer 24 heures sur 24 heures. On doit avoir une équipe expert 24 heures sur 24, chose qui manque. Donc, mais je sais que dans les prochains rêves, un jour, hein, ça va venir, et on peut le faire, et je suis rassuré, au Maroc, un point de démarrage, peut-être pour les autres. Et donc, quelles sont les anomalies de la numération plaquettaire? La numération des... Est-ce que j'ai dépassé l'heure? Je suis encore dans l'heure. 1h30, Yak. Hein? On a dit 1h20. Mais elle est 10 minutes. Il y avait un retard. Il faut me faire arrêter pour ne pas déborder. Donc, je vais passer rapidement. Donc, les anomalies, surtout, c'est les fausses thrombopénies. Et ces fausses thrombopénies qui sont essentiellement dues à des amas plaquettaires entre elles, ou les plaquettes avec d'autres cellules, que ce soit des leucocytes ou, comment dirais-je, pourquoi on a ces amas plaquettaires ou ce satellitisme plaquettaire? C'est prouvé actuellement que ces patients, ils ont des auto-anticorps qui agrègent toutes les plaquettes, à l'exception des plaquettes de thrombasthénie de Glanzmann. Donc les patients qui ont la thrombasthénie de Glanzmann, ce sont les seuls patients qui n'agrègent pas avec le plasma de ces patients qui font les fausses thrombopénies et DTA dépendants. Et donc, quel est donc cet anticorps? Forcément, c'est un auto-anticorps, antiglycoprotéine de B3A, qui réagit en présence de l'EDTA. In vivo, il n'a aucun problème. Donc c'est un auto-anticorps qui existe, qui est acquis de façon stimulée parfois, de façon naturelle d'autres fois, mais qui ne réagit qu'en présence de l'EDTA. Dieu merci, l'EDTA n'a pas encore entré dans notre organisme. Et donc, vu qu'il n'est pas encore entré dans notre organisme, ces personnes n'ont aucun problème, n'ont aucun souci. Et donc, c'est des choses qui se font au sein du tube. Comment abolir l'effet de ces auto-anticorps? C'est très simple. C'est porter le prélèvement à 37 degrés Celsius. Donc, en général, la plupart des anticorps qui donnent les thrombopénies induites à l'EDTA peuvent être régressés en mode réticulocytaire. Ça veut dire, si votre automate fait le mode réticulocytaire et qui fait l'incubation des plaquettes avec, vous pouvez faire ce qu'on appelle la plaquette optique, et comme ça, vous n'aurez pas d'amas plaquettaire et DTA dépendant. Sinon, si vous n'avez pas le mode optique, vous portez votre prélèvement à 37 degrés Celsius pendant 1 heure et les DTA va être aboli. Donc, ce ne sont pas des agglutinides, ce sont des auto-anticorps qui réagissent en présence de l'EDTA. Donc, la solution, c'est le frottis sanguin pour s'assurer que vous avez un amas plaquettaire et
pour résoudre cette équation, le mettre à 37 degrés Celsius. Vous allez me dire pourquoi ne pas changer d'anticoagulant. Faire le citrate, par exemple. Oui, vous pouvez faire le citrate, mais n'oubliez pas qu'il y a des allo-anticorps citrate dépendants et que les patients peuvent avoir des auto-anticorps qui réagissent avec le citrate et qui réagissent même avec l'héparine. Donc, s'il vous plaît, et ça a été prouvé avec les vaccins anti-Covid et lors de Covid. Donc, l'agrégabilité plaquettaire, que ce soit les plaquettes entre elles ou les plaquettes avec d'autres cellules, ça c'est l'incubation à 37 degrés Celsius pour le résoudre. Je puisse changer l'anticoagulant, je puisse avoir à faire le mode optique pour numérer les plaquettes à l'occasion de la numération réticulocytaire. Donc, sinon, si vous n'avez pas le mode optique, vous faites l'incubation et ça se résout. Sinon, vous changez l'anticoagulant et gardez dans votre tête. Il y a les plaquettes géantes. Certes que le mode optique résout ce problème, le mode fluorimétrique aussi, mais pas totalement. Il y a aussi la pertinence de l'impédance qui associe des solutions qui permettent de mesurer le volume plaquettaire moyen, plaquettaire avec certitude. Et je vais vous montrer quelques images. Par les fausses diminutions, en dehors de l'EDTA, il y a l'histoire de les modulations, l'histoire des cailloux, le rapport, le non-respect entre le sang, comment dirais-je, le remplissage de sang, surtout pour les patients difficilement piqués parce qu'il y a une activation plaquettaire qui se fait dans le tube, qui peut générer des amas plaquettaires et une sous-estimation. Un tube, je le dis, toujours trop rempli, c'est un manque d'homogénéité, donc une aspiration défaillante, et vous aurez des problèmes. Donc, s'il vous plaît, si vous avez un tube trop rempli, il faut le vider un petit peu avant de le donner à l'automate. Donc, les agrégats plaquettaires, comme j'ai dit, ce sont des anticorps qui sont connus. Et le problème, c'est lorsque je fais un frottis sanguin, je puisse les trouver, mais je puisse gérer, comme j'ai dit, les amas plaquettaires entre elles, mais qu'en est-il du satellitisme? Donc le satellitisme en général, c'était une tâche difficile, mais moi je vous conseille de porter à 37 degrés Celsius pendant 1 heure et vous allez voir l'effacement de ces satellites, de ce satellitisme. Et donc, quel est l'indice? C'est une thrombopénie, toute thrombopénie récemment découverte en absence de condex évident doit faire rechercher une fausse thrombopénie qui peut être soit des amas EDTA dépendants, soit des amas plaquettaires lors du prélèvement, soit des plaquettes géantes qui ne sont pas comptées forcément comme des plaquettes si l'impédance est défaillante dans votre solution. Corriger, le frottis sanguin reste une bonne solution pour s'assurer de ces amas et de satellitisme. Un autre examen, c'est l'examen du sang à l'état frais, entre lame et lamelle. Ça ne coûte rien, mais ça permet de distinguer entre des amas plaquettaires et ce qu'on appelle des amorces de coagulation. Ça veut dire l'examen à l'état frais permet de voir est-ce qu'on a uniquement des amas plaquettaires ou associés à de la fibrine. Et donc, s'il est associé à la fibrine, il faut demander un autre prélèvement parce qu'il y avait une amorce de la coagulation dans le tube. Et ça, c'est une non-conformité. Si c'est des amas plaquettaires isolés, ça peut être de l'EDTA jusqu'à preuve de contraire. La solution, c'est l'immunocomptage. Ça, si vous pouvez le faire. C'est l'optique, c'est la fluorimétrique. Et c'est ce que j'appelle maintenant le mode corrigé de la courbe de distribution volumique des plaquettes. À savoir que votre technologie vous permet d'avoir un volume plaquettaire moyen et une courbe corrigée. Parce que cette solution va vous permettre de faire l'acquisition au maximum des cellules s'il y a une thrombopénie, vrai, et d'enlever en quelque sorte, d'éliminer les amas plaquettaires.
Parce que certes, que la courbe de présence plaquettaire ne va pas revenir à l'abscisse lorsqu'il y a des amas plaquettaires, elle va rester toujours haute. Et donc, actuellement, il y a des logiciels qui permettent de lisser cette anomalie et d'avoir une courbe gaussienne correcte. Voilà une situation. Donc ici, j'ai un indice de présence d'amas plaquettaires qui sont signalés par l'automate. Donc l'automate va signaler qu'il y a des amas plaquettaires. Et ça, je vais être sûr du non-retour de la courbe à l'abscisse et présence de ce pic, de second pic plaquettaire qui témoigne de formation d'amas plaquettaires. Et pour le corriger, voilà en impédance pour une plaquette distribution normale, la voilà. Et s'il y a des amas plaquettaires, la plaquette peut faire un deuxième pic, mais le logiciel va essayer d'extrapoler et de continuer la répartition volumique plaquettaire pour réussir, pour donner, ça veut dire il va enlever tous ces aléas qui peuvent être des globules rouges, des amas plaquettaires, ainsi de suite, hein, pour les enlever et vous donner une solution de volume plaquettaire moyen, comme j'ai dit, qui est le paramètre de validation analytique de la plaquette par impédance. Donc voilà des situations sur le frottis sanguin, parce que le frottis sanguin reste pertinent lors de la prise en charge des thrombopénies. Donc que ce soit des plaquettes ponctiformes, que ce soit des plaquettes amas plaquettaires et des plaquettes géantes, le frottis sanguin reste très informatif. Le problème du satellitisme reste mystérieux, mais croyez-moi qu'il est dû à l'EDTA. Que ce soit avec des lymphocytes ou avec des polynucléaires, même des monocytes, ces adhésions sont favorisées par l'EDTA qui peut être effacé lors de l'incubation à 37 degrés Celsius. Voilà un satellitisme. Voilà un examen à l'état frais, une image de fibrine, amas plaquettaire et de fibrine, avec des amas plaquettaires sans fibrine. Et donc, dans ces deux situations, c'est le DTA probablement. Ici, c'est le prélèvement, donc refaire le prélèvement. Donc, un examen à l'état frais entre lamelle et lamelle est une aide précieuse pour exclure la présence des anomalies liées au prélèvement. Parce que si j'ai une amorce de cailloux, ça donne ces images qui sont sur A et B. Si jamais c'est EDTA en général, c'est les autres images. Pour finir, hein, qu'en est-il des fausses augmentations? Comme j'ai dit, actuellement, les schizosites ne posent plus de problème pour les plateformes améliorées de l'impédance. Quelques fragments des blastes peuvent être comptés comme des plaquettes. Et je vais vous donner des images. Donc, vous savez bien que les blastes, en général, sont des cellules fragiles in vitro. Et donc, ils vont se fragmenter, donner des noyaux nus et parfois des parties cytoplasmiques qui peuvent être prises pour des plaquettes. Ça ne concerne que l'impédance limite. Mais l'impédance qui se fait par VCS, en général, il ne prend pas ces aléas cytoplasmiques comme plaquettes parce qu'il se base sur la conductivité qui s'intéresse à la structure cellulaire. Une plaquette n'a pas la même structure qu'un globule rouge ou qu'un cytoplasme de globule blanc. Donc les cryoglobulinémies peuvent être prises comme des plaquettes. On va voir un cas. Donc il y a certains précipités qui ont la taille de plaquettes qui, par l'impédance limitée, peut être comptés comme des plaquettes, sans oublier les autres
chose, surtout l'air. Il faut se méfier d'un prélèvement non bien homogénéisé ou un prélèvement où il y a de la mousse. Ça constitue des grands problèmes dans la numération plaquettaire. Voilà une vraie plaquette aux côtés d'un fragment cytoplasmique d'un blast. Mais le contexte aide à reconnaître tout ça sur frottis sanguin pour une bonne estimation de la numération plaquettaire, parce qu'en général, on a une thrombopénie vraie qui peut être masquée par ces débris cellulaires, surtout en cas d'impédance limite. Je parle sur les automates qui ont... Et lorsque vous voyez la distribution, ça se dessine comme ça, en impédance. Et donc, ça, c'est l'impédance en mode classique, mais l'impédance actuellement sophistiquée corrige toutes ces anomalies. L'optique reste une alternative aux côtés de la fluorimétrique, mais parfois, ces particules cytoplasmiques contiennent de l'ARN qui peuvent donner des faux résultats. Et donc, l'impédance, la voilà, résout le problème. Je finis par les paramètres leucocytaires, je serai très bref, parce que ici, c'est le frottis sanguin qui va résoudre le problème. Certes qu'actuellement, il y a des techniques optiques qui se développent pour le mode optique des globules blancs, pour la détection des granulations, des activités enzymatiques, mais l'impédance, elle aussi associée au VCS, peut résoudre ces problèmes, mais en cas d'anomalie leucocytaire, que ce soit qui touche la numération ou qui touche la formule, le frottis sanguin est systématique. Et lorsque je parle frottis sanguin, je parle d'une coloration pertinente. Et la coloration actuellement la plus pertinente qui existe dans la littérature, c'est la coloration MCDH, qu'on peut organiser une autre formation. Donc, lorsqu'on a une fausse diminution des leucocytes, gardez dans votre tête, s'il vous plaît, qu'il y a des lymphopénies et des DTA dépendantes, des neutropénies et des DTA dépendantes. Actuellement, les DTA ne cessent de générer des agglutinations leucocytaires qui s'effacent lorsque je porte en incubation mon prélèvement. Donc, gardez dans votre tête que la sous-estimation des globules blancs intéresse ces agglutinants qui sont mis en évidence lors d'un frottis sanguin, comme ça, il y a une petite amorce de la coagulation qui peut s'accompagner de ces... Sans oublier qu'il y a des agglutinations liées au terrain, surtout dans le lymphome, la LLC. Il y a des gammapathies monoclonales parfois qui permettent de lier. Donc il y a les DTA et il y a des gammapathies monoclonales qui peuvent donner, et même il y en a des associations. Les fausses augmentations, cette fois-ci, donc on était dans les sous-estimations, maintenant c'est les fausses augmentations, les agrégats plaquettaires qui peuvent être comptés comme des globules blancs, les plaquettes géantes, mais tout ça a été évité par l'impédance et par l'impédance VCS et par la photométrie. On les a évité tout ça. Les érythroblastes, vraiment presque toutes les propositions proposent des solutions pour mettre en évidence les érythroblastes et les écarter des globules blancs. Mais la chose actuellement qui inquiète, c'est les globules rouges qui résistent à l'hémolyse. Ce sont les globules rouges surtout des drépanocytaires, des thalassémiques, de certains globules rouges qui accompagnent, qui sont déshydratés. Ces globules rouges résistent à l'hémolyse. Parfois, pourquoi l'hémolyse est ménagée? C'est pour préserver la forme pour l'impédance, parce que l'impédance utilise une hémolyse ménagée afin de préserver la forme, parce que c'est une forme qui va servir pour la validation analytique. Et donc, les agglutinations, toujours, ça s'accompagne par une alarme sur l'automate, alarme lymphocyte, alarme granulocyte immature. Donc, ces alarmes accompagnées d'un frottis sanguin permettent de mettre en évidence ces amas et DTA dépendants qui sont actuellement vraiment à la mode et qui sont effacés par une incubation
à 37 degrés Celsius pendant pendant 1 heure. Donc voilà des images qui apparaissent comme des artefacts, mais ce sont des amas leucocytaires. Ici, c'est des amas lymphocytaires, neutrophiles, et ce sont des amas EDTA dépendants, c'est confirmé. Donc il n'y a pas que les amas plaquettaires EDTA dépendants. Pour finir, les indices, toujours, c'est des indices. S'il y a, par exemple, un agrégat plaquettaire, vous aurez amas plaquettaire comme indice. Si vous avez des érythroblastes, on va les mesurer. Si les hématies est résistant, vous aurez un message résistance RBC. Cryoglobulinémie, c'est la turbidémétrie. Les problèmes de filaments de fibrine, vous aurez une traînée dans l'histogramme des globules blancs. Tout ça vous aide à penser que vous avez rendu une surestimation de globules blancs et donc vous devez revenir à ça. En général, les automates proposent des solutions, mais si on n'a pas de solution, pensez toujours, s'il vous plaît, à faire un examen à l'état frais, à côté d'un frottis sanguin, et vous aurez à corriger et proposer des corrections adéquates. Voilà, donc je reprends les mêmes examens à l'état frais. Donc tout ça ces agglutinables peuvent être comptés comme des globules blancs, parce qu'un globule blanc, pour les anciens impédances, c'est toute particule qui a plus de 35 femtolitres. Et donc, ça peut être un amas plaquettaire, un microcaillou ou un lipide ou autre chose. Les érythroblastes, voilà. Pour terminer, si on a une anomalie de la formule leucocytaire, toujours la solution, c'est le frottis sanguin. Et le frottis sanguin ne peut pas être remplacé. Que ce soit la cellule anormale, que ce soit les érythroblastes, le frottis sanguin est un examen capital. En pratique, je puisse valider les résultats si je n'ai aucun message ni alarme, tous les indices sont validés. Analytiquement, je puisse rendre le résultat. Mais le frottis sanguin peut être proposé pour compléter. Donc, gardez dans votre tête que si le clinicien vous demande de faire le frottis sanguin, dans un contexte particulier, il faut le faire. Même si vous avez toutes les valeurs dans les références. 2 cas cliniques rapidement pour finir. J'ai 3 minutes, j'ai besoin de 3 minutes, pas plus. Voilà le premier cas. Il s'agit d'un jeune homme de 32 ans qui a eu une entorse, donc il jouait du foot, et il a un problème. Lorsqu'on a ramené le patient au laboratoire, il avait ce résultat. Qu'est-ce que je puisse noter? J'ai un CCMH élevé, une macrocytose qui contraste avec un taux d'hémoglobine normal. Donc, qu'est-ce que je puisse soupçonner ici? Un CCMH élevé, ça c'est un indice, VGM élevé, et hémoglobine normale, et hématie faible, parce qu'il n'y a aucune corrélation entre hématie et hémoglobine. Que suis-je? C'est une agglutinine froide. Je vais porter à 37 degrés Celsius. Donc, l'hypothèse, je fais le frottis sanguin. Il y a des amas érythrocytaires, ça ne peut être qu'une agglutinine froide. Donc, je vais porter à 37 degrés Celsius et je corrige. Deuxième cas, une femme âgée qui est suivie pour une hépatite C chronique depuis 25 ans. Elle a un syndrome hémorragique sous forme d'épistaxis. On lui propose un hémogramme. L'hémogramme sort normal. Donc, voilà. On a un taux plaquettaire qui est tout à fait normal. Mais il n'y a pas de retour à la base, à l'abscisse. Donc, c'est soit des amas plaquettaires, c'est qu'il y a un problème de numération plaquettaire ici. Vu que la femme présente cliniquement un purpura, ça peut être une thrombopénie. Et donc, on peut penser à une surestimation plaquettaire. Donc, quelle est la cause évidente chez cette femme? Une femme suivie pour une hépatite C,
Lorsqu'on va lui faire un frottis sanguin pour rechercher la thrombopénie, confirmer la thrombopénie alors qu'il avait 190 000, on a eu 6 images de globules rouges mordus. Donc les globules rouges sont mordus en bit. Donc ça peut être une cryoglobulinémie. Donc ce sont les cryoglobulinines qui ont été précipitées, qui ont été à tort comptées comme des plaquettes et qui étaient responsables à l'absence de retour à la base. Donc l'indice ici, c'était le non-retour à la base, avec la clinique qui nous aide, qui apporte un plus. Et donc lorsque nous, en réalisant mode optique, ou avec une technologie qui va rétablir cette courbe de distribution plaquettaire, la numération va passer de 190 000 à 90 000. Donc la solution, soit l'optique, soit l'impédance VCS. Et lorsqu'on porte, donc voilà le patient, toujours, lorsqu'on porte à 37 degrés Celsius pendant 37 minutes, on aura effacement de la cryoglobulinémie. Pour finir, certes que tous les analyseurs actuellement avancent des avancées technologiques, mais la pièce maîtresse, c'est les ressources humaines que vous avez dans votre laboratoire. Donc un personnel bien formé, qui connaît les limites de la technologie qu'il a, avec des performances annoncées, une bonne aide, une assistance, permet au laboratoire de soulever tous ces problèmes afin de répondre aux exigences analytiques. Tout ça, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de compléter votre panel par une coloration panoptique pertinente, brillante, notamment la MCDH. Je vous remercie.